Les manifestants d'aujourd'hui interpellent et leur démarche pose question. Alors, il y a deux types de manifestants. Il y a ceux qui ont voté Macron, parmi ceux qui ont voté. Et puis, la question qui leur est posée, vous défilez aujourd'hui, mais n'y a-t-il pas un paradoxe de participer au vote, à l'élection, notamment présidentielle, et être pris comme des tartuffes dans un piège qui, à juste titre, permet aux gagnants de dire « Ah c'était dans mon programme ». Et vous répondre « Oui, mais on n'a pas voté pour ça, on a voté pour autre chose ». Donc n'y a-t-il pas un paradoxe à nourrir quelque chose qui finit toujours par vous piéger? Pour les autres, de ceux qui ont voté, si vous n'avez pas voté Macron, pensez-vous que d'abattre l'arbre qui cache la forêt réglera le problème? Après Macron, n'y aura-t-il pas un autre ou une autre qui fera la même chose, voire même pire? Ça n'a fait que se dégrader depuis 50 ans, depuis 1958 en tout cas. Et est-ce que la solution, ce que je vais dire n'est pas très écologique, mais c'est une allégorie, ce ne serait pas plutôt de raser la forêt, voire de la mettre à feu, au lieu de mettre à feu les poubelles, qui certes sont un symbole de déchéance, mais qui ne règlent absolument rien? Si Macron fait ce qu'il fait, et s'il y a eu aussi la censure d'impossible, c'est parce que les règles sont appliquées et de plein droit. Et il fait ce qu'il veut, que ça le plaise ou non. Ça peut paraître effectivement insolent, son comportement est inacceptable, très méprisant, mais s'il est si sûr de lui, c'est qu'il sait qu'il a les règles avec lui. Quelle est cette forêt? Quelles sont ces règles? C'est la Constitution. Ilan, le fameux Ilan de 17 ans, qui avait 16 ans avant, qu'on voit sur les réseaux sociaux, et ceux de sa génération, les 15, 16, 17, 18, 19 ans, ou même 14 ans pour les plus jeunes, s'ils sont dans la manif, savent-ils ou ont-ils consulté l'histoire de ce qui s'est passé au moment de leur naissance ou lorsqu'ils étaient encore à marcher à quatre pattes en 2005 et en 2008? Ignorent-ils ce qui s'est passé à ce moment-là? Et si jamais ils en ont connaissance, est-ce qu'ils méprisent ce qui s'est passé à ce moment-là? Mais si ce qui s'est passé il y a 15 ans, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Il y a eu trahison. Le 4 février 2008, la Constitution française est morte du fait d'un coup d'État politique orchestré et fomenté par les parlementaires de l'époque, c'est-à-dire les sénateurs et les députés rassemblés en congrès à Versailles. Comment est-ce possible et pourquoi ça n'a pas bougé? Alors comment c'est possible? Je vais être synthétique, même si c'est un petit peu technique. L'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme stipule que si la séparation des pouvoirs n'est plus garantie, le peuple n'est plus constitué. Ça veut dire que si l'exécutif se mêle de quelque chose qui concerne les parlementaires, ou que les parlementaires se mêlent de la justice, ou que le juge se met à la justice se met à devenir gouvernementale ou promulguer des lois, enfin bref, si les pouvoirs ne sont pas séparés et qu'il y a un mélange des genres, eh bien, le peuple n'est plus organisé, n'est plus constitué, le pacte social et la constitution ne sont plus valables, et tout est déchiré, il faut tout recommencer. Or, donc, il y a eu deux événements importants. En 2005, le peuple a été consulté pour savoir s'il acceptait de transférer sa souveraineté de décision, donc sa capacité unique à pouvoir décider pour son destin, ça veut dire ça la souveraineté à la base, à l'Union européenne au travers d'une constitution européenne, rédigée à l'époque par Valéry Giscard d'Estaing. Comme ça n'a pas plu aux dirigeants, aux journaleux, aux petits marquis avariés et putréfiés, comme le dirait Juan Branco, du petit Paris et de la province, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, on va recommencer. Et c'est ce qu'ils ont fait en 2007 avec l'élection de Nicolas Sarkozy, qui déjà à l'époque prétextait que c'était dans son programme de valider quand même le traité européen, même si le peuple avait dit non 2 ans plus tôt, et qui l'a finalement fait adopter, après ratification, le 4 février 2008, par les parlementaires, à une voix près, à l'époque, celle de Jacques Lang. Et ça, c'était un coup d'État politique. Pourquoi? Parce qu'au regard de la reconnaissance internationale, de l'acceptation de la communauté internationale de ce qui se passe en France,
et de l'acceptation que la France transfère sa souveraineté à l'Union européenne et à une constitution européenne, cet ensemble de relations sur le plan juridique s'appelle le droit international public. Et en droit international public, lorsqu'un peuple s'exprime et dit non, ou dit oui, eh bien, on ne peut pas et on ne doit pas revenir dessus. Sinon, on peut revenir en arrière et il peut y avoir réparation. C'est par exemple ce qui s'est passé, enfin ce qui ne s'est pas passé, et par respect, en Angleterre avec le Brexit. Les Anglais ont dit on quitte la zone européenne et les parlementaires ont dû s'exécuter. Alors, l'accouchement a été très difficile, mais il n'y a pas eu de coup d'État et ils ont respecté la parole du peuple. Dans ce contexte-là, le droit international public a été respecté. Donc, nous avons un problème qui fait que, effectivement, pour toutes ces raisons mécaniques, eh bien, nous n'avons plus de constitution. Alors, bien évidemment, au quotidien, il faut continuer à exister et à fonctionner. Donc, jusqu'à ce qu'une autre constitution soit rédigée, on fait avec celle qu'il y a, et c'est pour ça qu'on l'appelle, dans le terme technique, putative, comme un mariage putatif, qui est censé être valable tant que divorce puis remariage n'ont pas été validés auprès de l'état civil. C'est un terme que je vous invite à consulter dans le dictionnaire. Pourquoi ça n'a pas bougé? Je vais être sévère. C'est de votre faute. C'est de notre faute. Enfin, c'est de votre faute de ne pas connaître les règles. De ne pas prendre conscience de l'information que représentent ces événements et de leur importance. Et si vous aviez eu connaissance, ou si vous n'aviez pas oublié ces événements, ou si vous n'aviez pas méprisé en vous disant « ça ne servira jamais à rien », alors la situation ne se serait pas répétée comme elle se répète aujourd'hui. Et elle se répétera même si le projet de loi est retiré, même si le gouvernement est remanié, même s'il y a une dissolution. Parce que le problème, ce n'est pas qui se prend pour un maître. C'est le système qui permet au maître de pouvoir en abuser qui est le problème. Et c'est cette constitution qui a permis à Emmanuel Macron d'être élu. Tout comme pour François Hollande, tout comme pour Nicolas Sarkozy. Ça c'est pas tombé du ciel, c'est pas un chapeau magique, c'est pas un tirage au sort démocratique. Tirage au sort démocratique, on en reparlera. C'est dû aux règles en vigueur. Or, ce qui s'est passé en 2005 et 2008 rend caduque et annule complètement notre constitution actuelle. Donc nous sommes en droit, nous le peuple, d'en écrire une nouvelle. Comment on fait ça? Premièrement, on ne demande pas l'autorisation aux dirigeants, puisqu'ils sont corrompus, ils sont pourris. Pour information, ce qui s'est passé en 2005-2008 a été adopté par un certain nombre de sénateurs et députés. Il n'en reste que 20 en vie aujourd'hui, toujours en poste. Tous les autres ont été balayés, ont arrêté la vie politique. Donc ce n'est pas une question de personne, c'est une question de système. Ce ne sont pas ceux qui ont voté contre la censure aujourd'hui, ces temps-ci, pour la réforme des retraites, contre le gouvernement, qui sont ceux qui ont trahi déjà en 2005-2008. Non, ce ne sont pas les mêmes du tout, à 20 près. Et encore, il faudrait vérifier si les 20 ont voté pour ou contre parmi les députés. Il n'en reste plus beaucoup, c'est surtout des sénateurs qui restent. Mais ce n'est pas les gens qui ont changé, qui n'ont pas changé, c'est le système. Et c'est lui qui permet de le faire. Le système, c'est notre constitution. Du fait de ce qui s'est passé, donc, nous avons le droit d'écrire une nouvelle constitution. Et donc, première condition indiscutable, nous n'avons pas demandé la permission. Les moments constituants avec des transitions dans le passé, il y en a eu beaucoup depuis 1789 en France. Ils ont eu des natures diverses et variées, sous forme de lois fondamentales, suite à des échecs auprès de la guerre, suite à des démissions, tout ce qu'on voudra. Mais là, il peut y avoir une innovation. Et le mouvement des Gilets jaunes a donné un petit point de repère. Les assemblées locales, les assemblées générales locales de citoyens. Il faut organiser dans à peu près 36 000 communes, peut-être 45 000 comités, tous les 1000 habitants, une assemblée locale de citoyens, apartisane, transpartisane. Les partis politiques n'ont plus leur place dans cette affaire-là. C'est une affaire uniquement des citoyens qui deviennent tous et toutes des hommes et des femmes d'État. Et
en vue de organiser en toute autonomie, sans rien demander aux fonctionnaires ni aux appareils d'État, un référendum qui n'aura pas besoin d'être déclaré par le président de la République, parce qu'il est putatif, il ne vaut plus rien lui-même. Il n'a plus aucune autorité, ni aucune légitimité, ni aucune légalité au regard du droit international public. Et donc d'organiser la préparation d'un vote, d'un référendum pour l'élection d'une assemblée constituante qui partira de la base depuis les communes avec les maires, les derniers élus avec lesquels on peut éventuellement coopérer, pour organiser des navettes et des allers-retours avec une assemblée nationale constituante, révocatoire, mandat impératif, RIC en fait, dès le début, dès la mise en place de cette nouvelle constitution. Voilà, j'espère que les questions étaient bonnes et je vous invite à réflexion sur cette suggestion et de se demander si quand on va manifester, est-ce qu'il vaut mieux pas avoir un autre argument dans sa poche, c'est-à-dire de changer les règles.